Donc honnêtement, j'ai pris mon pied, j'ai kiffé. C'était mon coup de cœur du mois et depuis le début de l'année, je crois que c'est le premier gros coup de cœur que j'ai en fait, à dire vrai. Hello, alors c'est la vidéo bilan lecture du mois de juillet. Alors en juillet, j'ai lu tellement de livres que je crois que j'ai explosé mon record de lecture par mois depuis que j'ai commencé à faire les bilans lecture sur la chaîne. Et là en fait, en vrai, j'ai 9 bouquins que je dois vous détailler pour juillet et je vais essayer d'aller en mode speedos parce que j'ai pas envie de faire une trop longue vidéo. J'aimerais qu'elle soit relativement courte et un peu digeste quand même. Donc on va essayer d'y aller en mode chronométré limite. Je vais essayer de ne pas dépasser 2 minutes par titre parce que en détail il faudra aller voir l'article qui paraîtra au même moment que la vidéo normalement sur le blog. Voilà, let's go pour ce bilan lecture juillet. Alors le premier livre dont j'ai envie de vous parler c'est La peste écarlate suivi du masque de la mort rouge. En fait Jack London en fait il se serait basé sur le masque de la mort rouge de Edgar Allan Poe pour écrire sa nouvelle La peste écarlate. Et ce qui est intéressant c'est que quand j'ai vu ce livre et j'ai vu la comparaison qui allait y être faite, je me suis dit que ce serait l'idéal en fait de pouvoir le lire. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre c'est que clairement en fait on fait face à deux grandes personnalités qui sont juste au taquet côté écriture quoi. Honnêtement j'ai une grosse admiration pour Edgar Allan Poe. Pardon, il fait chaud, oh là là. En même temps si l'été il fait pas chaud, qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait pas froid, hein. Ce serait un dérèglement climatique s'il fait froid pendant l'été. Donc je disais que du coup Edgar Allan Poe, j'ai une grosse admiration pour le bonhomme. En fait j'adore l'univers qu'il a créé, j'adore comment est-ce qu'il a pu créer des trucs aussi étranges. Et je trouve que il n'est pas hypé comme il devrait l'être. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Et puis Jack London, honnêtement, ce que moi j'avais retenu de Jack London, c'était qu'il avait une plume vraiment très magnifique dans le sens où j'adorais comment il décrivait en fait en général les paysages. Faut savoir que Jack London c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, c'est quelqu'un qui s'est vraiment plongé dans la nature, c'est quelqu'un qui a beaucoup vagabondé on va dire. Donc la nature il connaît, il sait la décrire parce que de toutes les manières il a vécu des périodes où il était juste face à la nature, il n'y avait rien d'autre à faire à part la contempler et en garder des bribes en fait à pouvoir retracer plus tard dans les romans. Donc ce qui est intéressant dans La peste écarlate de Jack London c'est que en fait on dit que c'est basé sur le masque de la mort rouge de Edgar Allan Poe, mais la seule différence, que le seul élément commun entre ces deux nouvelles c'était juste la peste parce que clairement les deux ne l'ont pas abordé de la même manière. En soit dans la nouvelle de Edgar Allan Poe en fait on est sur une entité métaphysique qui n'est même pas là, qui tient du fantastique, c'est-à-dire que la peste serait personnifiée en une créature fantastique, tandis que dans la nouvelle de Jack London La peste écarlate du coup en fait c'est vraiment la peste comme on l'aurait connue en tant qu'être humain, mais c'est juste qu'il y aurait eu en fait toute une période où elle aurait ravagé l'humanité et on connaîtrait une période post-apocalyptique presque. Donc clairement si on m'avait pas dit que l'un c'était basé sur l'autre, je n'aurais absolument pas deviné qu'il y avait des références à la nouvelle d'Edgar Allan Poe parce que honnêtement je trouve quand même que la nouvelle de Jack London elle reste quand même assez unique, elle reste très distincte en fait de l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Peut-être le côté post-apocalyptique, même en soi en fait dans la nouvelle de Poe en fait c'était pas vraiment un côté post-apocalyptique, c'était vraiment du fantastique hein. Parce que vraiment c'était une entité la peste en fait, c'était une entité dans une période préhistorique qui venait faire un tour en fait dans un bal organisé par des gens qui sont pétés de thunes. Bref, enfin on n'a dit pas trop longtemps sur les livres donc pour ma part j'ai bien aimé le recueil, j'ai kiffé, c'était pas mal, j'ai pris du plaisir à lire deux grands noms de la SF, du fantastique et puis honnêtement c'est ça, j'ai l'impression que je suis plus en accord en fait. J'apprécie plus ce qui est écrit avant que de nos jours, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que les classiques en général, quand je les prends, je suis toujours sûre d'avoir une qualité d'écriture que je ne rencontre peut-être pas toujours aujourd'hui, je sais pas. C'est peut-être moi qui fais la difficile, bref. Bref, c'était pas mal, voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler de L'univers expliqué aux gens pressés de Neil deGrasse Tyson. En fait, c'est un livre qui est plutôt... C'est un livre scientifique, hein. C'est de la non-fiction.
On parle en fait, apparemment, Monsieur Neil deGrasse Tyson, je ne le connaissais pas personnellement. C'est juste que j'ai toujours voulu comprendre un peu ce qui se passait avec l'univers parce que j'ai toujours une fascination, vous savez, quelque peu... Non mais elle est courante cette fascination là parce que finalement tout le monde lève la tête au ciel pour regarder ce qui se passe. On essaie de comprendre ce qui se passe au-delà du ciel qu'on a, au-delà de l'atmosphère qu'on a. Et clairement je voulais un livre qui prenne le temps de détailler tout ce qu'il y avait dans l'univers. Et ça a été le cas en fait avec ce bouquin. Puisque Neil deGrasse Tyson, pardon. Neil deGrasse Tyson en fait, on sent qu'il est passionné. Il prend le temps d'expliquer les choses et il a des petites anecdotes en fait qu'il glisse de temps en temps pour rendre le propos un peu moins sérieux, le rendre un peu plus ludique. Et quand même, on a des termes scientifiques qui sont repris dans tout ce qui est astrophysique, dans tout ce qui est astronomie. C'est ça, astronomie, c'est pas l'astrologie. Astronomie. Et on a quand même des définitions vraiment très physiques, métaphysiques, chimiques, enfin bref. On détaille un peu tout, il va essayer de faire une certaine chronologie pour la création de l'espace, c'est-à-dire qu'on va partir du moment zéro quand l'univers n'était pas encore créé et puis on va remonter crescendo en expliquant à peu près ce qui se serait passé pour la création de l'univers et comment est-ce que les corps célestes ont pu être créés, c'est quoi les dynamiques entre eux, c'est quoi les forces. En fait, honnêtement, c'est plutôt passionnant et si vous n'aimez pas ce genre de lecture, je crois que les documentaires aussi peuvent vous aider parce que je me rappelle que je m'étais posé la question de savoir si le documentaire n'aurait pas été plus intéressant et on m'a dit que le documentaire était plus intéressant, donc je sais pas. Si le livre, vous trouvez ça un peu compliqué à lire, le documentaire avec des images beaucoup plus parlantes vous aidera peut-être en soi. Mais moi j'ai bien aimé quand même. Ensuite, je vais vous parler d'un e-book que j'ai lu en fait, du coup je l'ai pas avec moi. Il s'appelle Le balcon de la découverte de Leila Kouriol en fait. C'est un livre en fait qui a un peu, c'est un mélange entre témoignage et développement personnel du coup parce qu'on va suivre Leila Kouriol justement qui va nous parler de son premier bouquin. Donc Le balcon de la découverte c'est son deuxième livre dans la même lignée. Je n'ai pas lu le premier livre, j'ai pas été dépaysagée par l'univers qu'elle propose dans le deuxième livre parce que du coup elle parle un peu de ce qu'elle a dit dans le premier livre, elle parle des retombées en fait du premier livre en fait, du succès qu'elle a eu et de ce que ça a eu comme impact sur sa vie, des personnes qui essaient de la côtoyer maintenant et du travail continuel qu'elle doit toujours faire en fait pour améliorer la personne qu'elle est. J'ai trouvé que c'était plein de bienveillance, j'ai trouvé que c'était en fait une sorte de, vous savez, une pote qui passe son temps en fait à essayer d'analyser à chaque fois les situations dans lesquelles elle se met et comment elle s'en est sortie, histoire de sortir une règle générale et donner des conseils après plus tard à ses autres potis quoi. Donc honnêtement c'est une ambiance bon enfant, on lui sort tranquille, il n'y a pas trop de stress, elle nous explique un peu ce qu'elle pense de la vie, du respect, de l'amour, de l'éloge, enfin il y a quelques thématiques qu'elle aborde dans le bouquin et ce sont des thématiques qui sont plutôt généralistes mais qui sont bien amenées et qui sont bien pensées en fait dans les conseils qu'elle distribue et qu'elle véhicule. Donc voilà, c'était pas mal aussi. Ensuite, j'ai lu Le 7e jour de Yu Hua et comment vous dire que ce livre, waouh, il fait partie des livres que je devais lire pour l'été. Hein. Je sais pas si vous voyez est-ce que vous le voyez? Pas vraiment. Non, vous le voyez pas. En fait, il fait partie des livres que je suis censée lire de ma palle de l'été. Et honnêtement, Yu Hua, en fait, c'est un auteur qui me trouble énormément. En fait, le monsieur, il me trouble tout le temps. Parce que j'avais déjà lu un de ses romans, qui est pas vraiment un roman, mais un recueil de nouvelles qui s'appelait Un amour classique et qui du coup, en fait, était très étrange, en fait. J'ai l'impression que les univers qu'il crée sont vraiment du genre, en fait, des univers qui ont l'air classiques, qui ont l'air normaux, jusqu'à ce qu'il y ait des bribes d'anormalité qui se glissent dedans, ou des univers vraiment très anormaux de base, et il y a des moments de normalité qui sont étranges justement à cet univers là. Donc en fait il me trouble énormément et dans ce livre Yu Hua en fait il fait fort parce que honnêtement comment est-ce qu'on peut arriver à décrire des scènes pleines de gore, de passer toutes des étapes du livre à expliquer des choses qui sont pas très voilà jouissives,
en fait, à un livre aussi tendre et attachant, honnêtement. Waouh. Sincèrement, j'ai été bluffée. En fait, l'histoire on va suivre un jeune homme, enfin un jeune homme, on va dire que c'est plutôt quelqu'un qui est dans presque la cinquantaine, qui vient de mourir et qui réalise en fait qu'il est mort et qu'il a des rituels à compléter en fait avant d'accéder au repos éternel. Le truc c'est que pendant en fait le temps il prend pour faire ses rituels, en fait il va se refaire le film de sa vie et on va le voir nous étaler en fait toute la vie qu'il a eue. Et honnêtement, vous n'êtes pas prêts en fait au moment de tendresse. Parce que en fait, moi, le truc qui m'a vraiment fait couler quelques larmes, en fait, c'est la relation de malade qu'il avait avec son père adoptif. Et honnêtement, jusqu'au bout, en fait, c'est un amour. Oh, c'est un amour d'une pureté, les gars, honnêtement. J'ai été grave bluffée, j'ai vraiment adoré ce livre, j'ai vraiment aimé ce livre de Yu Hua. Il reste un peu quand même, ça reste un peu gore parce qu'en fait il y a, enfin on va parler de trucs un peu, voilà, il y a un peu charcuterie on va dire, je vais parler de charcuterie entre griffes. Donc vous voyez c'est pas très, voilà, mais en soi le fond de l'histoire et puis les relations humaines, le lien de famille qui n'est peut-être pas forcément sanguin entre des personnes dans l'histoire, honnêtement, oh, c'est une très belle découverte ce livre de Yu Hua, honnêtement, j'ai vraiment adoré. Ensuite, on va parler du livre Le Soleil et ses fleurs de Whoopi Kaur, en fait, qui est une insta poète dont j'avais entendu parler, hein. Le miel et ses... quoi déjà? Milk and Honey. Voilà, je vais le dire en anglais, c'est plus simple. Milk and Honey était le premier livre, je crois qu'elle a écrit son premier recueil de poèmes. Et du coup, je ne l'ai pas lu, mais bon, Le Soleil et ses fleurs m'avait l'air plus intéressant, il m'intéressait plus, il avait l'air solaire. Et du coup, je m'étais dit que je vais lire celui-là plutôt. Et c'est ce que j'ai fait. Et honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que les poèmes étaient très simples et c'est très facile d'accès en fait. On n'est pas dans des conjurations ou dans des gens et tout ça, on est vraiment sur des mots très simples. On est sur des émotions qu'on essaie de faire parvenir à celui qui lit. Et honnêtement, j'ai bien aimé. Entre ces poèmes simples, entre, vous savez, ces traits, ces petits dessins qui ont l'air vraiment très, je sais pas comment expliquer ça, c'est pas vraiment des formes arrondies en général, c'est comme des lignes de traits en fait pour représenter visuellement ce qu'elle essayait d'exprimer au plus profond d'elle-même en tant qu'artiste. Donc il y avait un mélange de tout ça et honnêtement j'ai bien aimé comment le livre était divisé en plusieurs étapes pour traiter de la maladie dont on essaie de se reconstruire en tant qu'être humain quand on vit, vous savez, quand on vit un traumatisme ou autre chose. Donc c'était plutôt bien amené, moi j'ai bien aimé et puis voilà quoi. J'espère pouvoir relire un autre de ces recueils de poèmes parce que c'était vraiment pas mal. Ensuite j'ai envie de vous parler de mon gros coup de cœur du mois. Est-ce que vous vous y attendez? Honnêtement je ne m'y attendais pas parce que j'ai déjà passé plus de la moitié de l'année. Quoique juillet c'est pile poil la moitié de l'année. Mais je me disais déjà que c'était couru d'avance en fait parce que j'avais l'impression de ne pas avoir un gros coup de cœur encore. Mais là honnêtement la parabole du semeur de Octavia E. Butler m'a vraiment phasée. J'ai vraiment pris du plaisir à lire ce bouquin. C'était vraiment le premier bouquin que j'avais du mal à lâcher littéralement. Littéralement j'avais du mal à le lâcher tout le long parce que on l'a eu en lecture commune avec le groupe d'E-Spoil en fait et du coup honnêtement quelle belle reco, honnêtement, quelle belle lecture. Alors on est dans une histoire qui se passe dans un environnement post-apocalyptique. On a une jeune fille noire qui vraiment est vraiment déterminée, décidée à suivre coûte que coûte et qui va mener un groupe de volontaires vers un possible Eldorado. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a vraiment le mode survival qui est activé le long de toutes les pages, c'est-à-dire que tout le monde est aux aguets en fait dans cette histoire, tout le monde est vraiment en mode je veux suivre coûte que coûte. Il y a des petits éléments, enfin les personnages sont plutôt intéressants, surtout Lauren, la jeune héroïne noire qui mène le groupe de volontaires. Elle est vraiment un personnage charismatique qui est très jeune même, hein, très jeune mais qui mène déjà ce groupe là et qui est vraiment badass, qui est réfléchie, qui pèse vraiment tout ce qu'elle a à faire et qui est intelligente. Et en fait j'ai trouvé ça tellement reconfortant
reconfortant de lire en fait ce livre qui pour moi est un peu comme un young adulte, hein, parce que finalement les personnages qui sont au cœur de l'histoire ne sont pas aussi âgés que ça, ce sont des jeunes adultes. De Lorraine, je pense que quand l'histoire a commencé, elle avait 17-18 ans, enfin un truc du genre, elle avait 16 ans et on a suivi 2 ans et après ouais. Donc en fait c'est vraiment pour un young adulte entre griffes. J'ai trouvé ça waouh, tellement bien écrit, le personnage de Lorraine était tellement bien développé et toutes les actions que le groupe de personnes, le groupe qui la suivait faisait étaient réfléchies, étaient logiques, c'était pas du n'importe quoi comme on a l'habitude de le voir parfois et ça fait tellement plaisir, ça fait tellement plaisir. Oh mon dieu, j'ai vraiment apprécié ce livre, j'ai adoré l'univers que propose Octavia E. Butler. Honnêtement, j'ai tellement aimé que je vous assure que j'ai pris la suite de la parabole des talents. C'est à peu près, alors ça se passe une génération après l'histoire de la parabole du semeur, mais quand même, c'est vous dire à quel point j'ai apprécié ma lecture en fait. Honnêtement, je sais pas, enfin, quoique, il y a un truc que je dois préciser quand même, ça reste un livre qui est un peu violent parce que on est dans un monde de barbarie, il y a la famine qui règne et en fait les esprits sont très perturbés. Il y a des agressions sexuelles, il y a des meurtres, il y a des tortures, enfin voilà, c'est pas très, comment dire, voilà, si vous êtes sensible à ça, faites attention parce que ce livre en regorge. C'est pas, on va pas te détailler les scènes dans tous les détails, hein, on va pas te dire tout ce qui se passe, mais les quelques éléments qu'on va te donner te permettront de reconstituer vite fait ce qui s'est passé horrible en général. Donc voilà, ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Honnêtement, entre le double sens de la parabole du semeur, le mode survival activé, les moments de tension, les moments d'action, les moments de fuite, bon, les moments de barbarie, on n'a pas eu le choix, mais c'était comme ça. Mais bref, c'était bien dosé, c'était bien contrôlé en fait, l'évolution de l'histoire. Donc honnêtement, j'ai pris mon pied, j'ai kiffé. C'était mon coup de cœur du mois et depuis le début de l'année, je crois que c'est le premier gros coup de cœur que j'ai en fait, à dire vrai. Ensuite, je vais vous parler de La Dame de Pique d'Alexandre Pouchkine, qui du coup est un petit roman de 60 pages en fait. C'est la première fois que je lis un auteur russe de toutes les manières, donc je voulais commencer par du light, j'avais peur, je sais pas. Mais bon, même si on sait que Alexandre Pouchkine c'est quelqu'un, enfin c'est un auteur classique quoi, c'est une référence. Du coup je disais que Alexandre Pouchkine il est connu pour être l'auteur russe qui est très bon dans le storytelling, qui raconte de belles histoires qui sont plutôt ludiques. Et dans La Dame de Pique en fait on va suivre un gentleman qui est vraiment, il aime bien les jeux de cartes. Il va souvent assister aux parties qui se déroulent le soir après dîner dans des résidences. On est dans une période historique, hein, oui, ça se passe dans... Je sais pas dans quelle année, mais bon. Donc on a un gentleman en fait qui aime bien le jeu de cartes mais qui ne se décide jamais à y jouer. C'est-à-dire qu'il passe son temps à aller voir les parties qui se déroulent chez ses autres confrères et il peut y assister toute la nuit. Le truc c'est qu'il a peur de perdre sa fortune au jeu, donc il ne joue pas tant qu'il n'est pas sûr de quelque chose. Et un soir en fait il va apprendre brièvement, rapidement, il va apprendre d'une manière un peu étrange qu'il y a une dame qui s'appelle la comtesse, la vieille comtesse, qui aurait une combinaison gagnante pour le jeu de cartes. Donc il va manigancer pour essayer de se rapprocher de celle-ci, histoire d'avoir la combinaison en question et pouvoir jouer gros en fait à la fin. Et honnêtement, c'est une histoire qui est drôle parce qu'au départ j'avais eu du mal à cause des petits termes techniques liés au jeu de cartes que je trouvais pas terrible parce que les jeux de cartes et moi, à part Sipa ou à part truc là, je crois que c'est tout hein. Belote, je joue pas à autre chose en termes de jeu de cartes. Et du coup en fait ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que on a un gentleman qui veut jouer au plus malin en fait, qui veut essayer de se rapprocher histoire d'avoir la combinaison de jeux gagnants et qui va vraiment faire tout ce qu'il peut vraiment pour s'infiltrer dans le milieu de la comtesse et qui finalement, vous savez, quand vous pensez que vous êtes malin, il y a toujours quelqu'un de plus malin que vous, hein, sincèrement. J'ai bien aimé la fin et j'ai bien aimé l'élément fantasque qui vient comme un cheveu sur la soupe, j'ai pas compris mais bon, et qui redynamise le truc en fait. Du coup c'est un petit peu le principe du récit ou de la nouvelle en fait, la fin vous choque toujours. Et c'était pas mal. Le début était compliqué mais à la fin j'ai bien rigolé, je me suis dit ha ha ha,
les prix qui croyait prendre. Ah bah les mal ennemis. In your... Et elle a fait, j'étais là en mode in your face. Voilà. Alors ensuite je vais vous parler de Simone de Beauvais, Mémoire d'une vieille fille dérangée de Marie-Laure Madrel, qui est une histoire, je crois, qui est une histoire un peu drôle quand même. On va suivre Simone, sexagénaire, hein, qui s'est retrouvée bien embêtée pendant la période de confinement du Covid en fait. Elle qui pensait avoir une vie vraiment très, vous savez, très remplie, va se retrouver seule, confrontée à elle-même dans son appartement. Elle va prendre la décision alors d'écrire ses mémoires parce que voilà, Simone, voilà, elle est pétillante, elle a envie de faire des choses, donc elle s'y lance. Elle se lance. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que honnêtement, vous allez adorer le caractère de Simone. Elle est vraiment pétillante, elle est vraiment, comment dire, vous savez, c'est le genre de tata que vous avez envie d'avoir dans votre entourage, quoi. Elle est vraiment cute, elle est mignonne dans son genre. Et honnêtement, la vie ne lui a tellement pas fait de cadeau. Je sais pas comment elle a pu garder ce naturel-là, comment elle a pu garder cette personnalité-là avec tous les problèmes qu'elle a eu dans la vie. Parce qu'en nous faisant ses mémoires, elle va nous parler de graves sujets comme la dépression, les agressions sexuelles, le rôle de la femme dans la société. Elle va nous parler aussi de la violence conjugale. Enfin, elle aborde de lourds sujets quand même, hein. Et elle le fait sur un ton où elle le prend en mode, vous savez, elle le prend à contresens, en essayant de positiver ou de tirer le petit bien que ça a eu finalement sur sa vie ou celle de sa famille. Parce que tout ne lui arrive pas à elle, hein, bien entendu. Ça arrive aussi un peu à tous ceux qu'elle côtoie ou ceux qui sont proches d'elle. Et honnêtement, j'ai bien rigolé. Elle est drôle, elle est pétillante. Elle est tout le temps en train de parler de sa limonade, je sais pas quoi. Bref. Je sais pas pourquoi elle était fan de ça. C'est rempli de sucre en plus. Mais bon, chacun son petit péché mignon, on va dire. Les miens, ce sont les chocolats. Elle, ben voilà, c'était sa limonade. Voilà. Bref, c'était pas mal. Je l'ai calé entre des lectures compliquées. Et puis, honnêtement, c'était super sympa. J'ai pu me détendre un peu malgré la gravité des sujets. Voilà. Et puis, le dernier roman du mois de juillet, c'était Sésame Chagrine de Leonora Miano. En fait, Sésame Chagrine, c'est un livre qui m'a fait rager. Et que j'ai adoré en même temps, en fait. Comment vous dire? C'est paradoxal, hein, mais ça m'a fait rager à cause du héros principal qu'on va suivre tout le long. Et j'ai adoré à cause de la plume de l'autrice, en fait. Je ne sais pas, mais j'ai toujours l'impression que Leonora Miano, en fait, elle joue avec les mots et qu'elle fait de superbes analogies, en fait. Elle le fait tellement bien qu'elle me fait sourire à chaque fois que je lis ce qu'elle écrit. Donc, Sésame Chagrine, ça parle de quoi? En fait, ça parle de l'histoire d'un homme, un jeune homme, hein, quand il nous raconte l'histoire, ouais, d'un jeune homme qui est en mode vendetta un peu, hein, contre sa mère, en fait. Il est, enfin, voilà. C'est quelqu'un qui a à cœur de faire souffrir sa mère parce qu'il pense il suppose que il en est arrivé à la conclusion que sa mère ne l'a pas aimé comme il fallait et qu'elle a abandonné à un moment ou à un autre de sa vie. Donc monsieur, en ayant grandi, en fait, il a à cœur de voir sa mère souffrir, d'être miséreuse, et il veut même la traîner dans la boue, en fait. On va suivre ce jeune homme plein de rancœur qui fera toutes les crasses possibles à sa mère. Et en parallèle, on suivra l'autre fils de la maman, qui est le fils aîné, qui lui a envie que sa maman l'adore, mais sa maman ne lui attache pas vraiment d'importance, en fait. Elle ne le considère peut-être pas. On sent que son esprit n'est pas là. La maman, elle adore son petit prince qui, lui, la déteste. C'est-à-dire le premier fils qui est en mode vendetta. Donc, en fait, l'histoire va nous parler d'une dynamique familiale très intéressante, en fait, entre une mère et ses deux fils. Entre une mère et sa fille. Et surtout, on va se centrer sur tout ce qui est non-dit. Les non-dits, tout ce qui aurait pu être dit pour éviter des drames qui vont en fait créer plein de soucis plus tard dans l'histoire. J'ai bien aimé en fait la petite comparaison qui est faite avec l'univers qu'a créé Leonora Miano dans cette histoire. En fait, c'est un pays, on dirait un pays post-colonial en fait, comme le sont quelques pays d'Afrique de l'Ouest ou autres. Et honnêtement, l'analogie est plutôt intéressante. La plupart des personnages en fait et leurs réflexions sont
vraiment très justes. Elles sont justes en fait, et elles sont logiques dans un sens, on va dire ça comme ça. Et j'ai vraiment passé un très bon moment à lire ce livre, malgré le petit que j'avais envie de baffer là, parce qu'il était trop... Oh là là, il détestait vraiment sa mère. Oh là là, il la détestait énormément. Et la pauvre mère, en fait, elle se laissait faire de ouf, parce qu'elle voulait expier ses péchés. Bref, c'est une histoire où la dynamique familiale est vraiment en mode what the fuck, et puis les personnages sont vraiment complexes. Et le fait qu'ils ne se disent pas les choses, en fait, rend les situations encore plus graves, rend les situations encore plus misérables. Et voilà, quoi, bref. Voilà, c'était Sésame chagrine. Puisqu'on finit finalement sur une autre très chagrine, là. Anyway, ben du coup, ouais, j'ai bien aimé le mois de juillet, hein, parce que j'ai eu de très bons livres quand même en soi. J'ai eu des livres qui étaient plutôt sympas. Hein. Écoutez, si je devais les classer par ordre de préférence, je crois que je commencerai par La Parabole du Semeur, qui était une trop belle lecture. Honnêtement, j'ai kiffé, j'ai trop kiffé. Ensuite, je mettrai Le 7e jour de Yuwa, que j'ai bien aimé aussi, qui était vraiment très bien fait. Après, je crois que je vais mettre en 3e position L'univers expliqué aux gens pressés, que j'ai trouvé trop cute, honnêtement, trop BG en mode dans la vulgarisation de la science. Ensuite, il y aura La peste écarlate, suivi du Max de la mort rouge. Ensuite, je vais mettre Le soleil et ses fleurs. Ensuite, je mettrai Sésame chagrine. Après, je mettrai aussi La dame de pique. Puis Mémoire d'une vieille fille dérangée, Simone de Beauvais. Et en dernier, ce sera Le balcon de la découverte, qui n'est pas mauvais en soi, hein, mais c'est juste qu'il fallait bien mettre quelque chose en dernier, on va dire, comme ça, voilà. Quand on a un mois qui est excellent en lecture, en fait, c'est dur de mettre quelque chose en dernier finalement. Mais bon, il faut bien mettre quelque chose en dernière position. Dans les meilleurs du mois. Que c'est un mois de meilleur, ben, c'est compliqué. Anyway, qu'est-ce que vous avez lu vous en juillet? N'hésitez pas à glisser cela dans les commentaires. Je pense qu'on va finir avec cette vidéo, donc je vais vous laisser. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!